Le podcast Bris d'égalité est présenté par Scotia Gestion de patrimoine. Bonjour, salut Séverine. Salut Marie-Ève. Ça va? Ça va super bien. C'est toi? Comment tu vas là, de la maison aujourd'hui? Oui, écoute, j'ai mon crayon qui vient de me couler partout ses mains, mais à part ça, tout va bien. Surtout qu'on a vraiment un bon show aujourd'hui. On a des sujets super intéressants. On a parlé beaucoup dans les dernières semaines d'Elena Rybakina, de sa relation avec son entraîneur, qui a été banni pour 1 an sur le circuit WTA. Donc, on a pensé avoir un petit sujet sur les relations toxiques sur le circuit. Et en plus, il y avait Jelena Dokic, une ancienne joueuse là, australienne, avec son père qui vient de sortir son film Unbreakable. Moi, j'avais lu son livre là, il y a déjà quelques années. C'est une joueuse de ma génération que je connais bien, que j'ai vue chez les juniors. Puis, c'est tellement touchant et vraiment triste de voir comment elle a été traitée par son père. Puis je trouvais que il y en a encore des situations comme ça sur le circuit. Il y en a beaucoup surtout des relations avec les pères qui sont vraiment intenses, pas évidentes. Fait que c'est un sujet qu'on va aborder. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter à ce sujet-là, c'est vrai? Écoute, merci pour la recommandation, Marie-Ève, parce que je vais l'acheter le livre. Il faut absolument que je lise ça. Puis j'ai des amis en Australie puis qui me parlaient à quel point, je veux dire, même le documentaire qu'elle a mis, qui n'est pas encore disponible ici, est incroyable. Puis tu sais, ce qui est plate, c'est qu'il y a des relations qui sont saines. Il y a des parents qui font leur job de parents, que sont aussi entraîneurs, que c'est équilibré, que ça va bien. Tu sais, au début, on parlait que c'est une situation beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. On a vu avec Tsitsipas l'année passée qu'il a vraiment pété un plomb avec son père parce qu'il préférait, puis il l'a dit, il dit, moi, je choisis la relation avec mon père avant de choisir la relation d'entraîneur. Mais là, avec ce qui se passe avec Rybakina, ça réouvre la conversation avec des entraîneurs qui sont en lien émotif parce qu'ils sont les copains de la joueuse. Tu as les pères qui sont impliqués dans le développement des filles aussi, qui est comme pas évident. Puis là, la situation de Rybakina, Marie-Ève, là, c'est particulier. Hein? Peux-tu mettre un petit peu la table, là, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette situation-là? Oui, écoute, c'est une situation parmi tant d'autres pour moi, là, celle de Rybakina, sauf qu'elle, elle fait partie des meilleures joueuses au monde. Elle a gagné Wimbledon en 2022, je pense. Puis maintenant, c'est ça. C'est son entraîneur depuis qu'elle a 18 ans. C'est maintenant rendu son copain que la WTA a dit. Puis, il y a eu des plaintes par rapport à la manière dont il lui parle, qu'il la traite psychologiquement, qu'il a pris le contrôle. Il n'avait pas de contact avec elle au US Open. Il l'a appelé super souvent, texté. Donc, il n'a pas été capable de garder cette distance-là. Puis, au final, Rybakina a décidé qu'elle le voulait, elle était de son côté. Elle veut rester avec lui. Puis là, c'est une des premières fois, là, à mon avis, que la WTA s'implique autant pour dire non, on ne le veut pas sur le circuit pendant 1 an. Il a pas été capable de garder ses distances quand il devait les garder. Donc, ça va être intéressant pour le futur. Moi, je pense la place de la WTA pour protéger les joueuses, puis jusqu'où ils ont le droit de se placer, justement, pour décider qui peut entourer les joueuses ou non. Parce qu'avec ce qu'on a vu avec Jelena Dokic, souvent la police était appelée, souvent il y avait des plaintes, mais Jelena, elle avait tellement peur de son père, donc jamais elle a porté plainte, elle a toujours dénié tout. Puis là, au final, après sa carrière, elle a avoué que finalement, elle aurait tellement aimé qu'on vienne la secourir et de la sortir de là. Fait que ça va être, c'est jamais facile de parler dans ces situations-là parce qu'on a rarement des preuves aussi. Mais non, c'est triste là, parce que là, on parle des joueuses qui ont réussi, mais toi, comme moi, on en voit plein des relations toxiques parce que souvent, au tennis, le tennis, c'est pas nécessairement des gens qui sont amoureux du sport, puis tout à coup, ils deviennent championnes ou championnes par hasard. Non, c'est les parents qui décident de mettre ce plan de match-là en place pour se sortir d'un environnement où c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, qui viennent des milieux difficiles, des pays qui sont en guerre. Puis le tennis, c'est le moyen de se sortir de là. Donc, c'est comme si tout était permis pour y arriver là.
Oui, mais comme tu dis, tu amènes des points super importants. Premièrement, bravo à la WTA qui a vraiment pris charge et qui a retiré l'entraîneur pour la prochaine année. Il va vraiment falloir que la WTA décide c'est qui peut être à l'entourage, qu'est-ce qui est considéré entraîneur. Ça va Exact. être super important, surtout que là, on peut faire du coaching, puis on est sur le terrain pour parler à sa joueuse ou à son joueur. Fait que ça va être super important. Et tu le mentionnes, malheureusement, ces joueuses-là, de driver sur la peur, c'est aussi leur confort. Fait que ce qui est super tough, c'est que tu enlèves ce monde-là de leur relation, puis c'est comme si leur monde vient de s'écrouler. Écoute, c'est une conversation qu'on va continuer à avoir. Bravo à la WTA, mais moi, ce que je veux, c'est que la WTA mette de l'avant tous les entraîneurs à chaque fois qu'il y en a un qui est suspendu, qu'on le dise publiquement. Oui, parce que ça n'a pas été le cas dans les dernières années. Il y en a des entraîneurs qui ont été bannis, qu'on a su, puis finalement, ça ne sort pas publiquement, à moins que ce soit à l'avantage de la joueuse ou qu'on le demande, parce qu'on veut garder ça privé pour protéger justement la joueuse en général. Oui, d'accord avec toi. Alors, on va en reparler, je suis certaine. Oui. On va aller sur un autre sujet, Séverine, parce que notre invité est arrivé. Écoute, on a vraiment une belle invitée cette semaine. Écoute, invité. Bon, là, on va la voir et je ne savais pas comment présenter Mariana. Puis là, j'ai dit, bon, on va aller avec tout ce qu'elle fait. Humoriste, actrice, animatrice, auteure, on va parler de ses livres, passionnée de sport, passionnée de tennis aussi. Écoute, tu le sais, toi et moi, on en parle souvent. Être en spectacle en ce moment, c'est un privilège. Mariana Mazza qui est avec nous. J'ai l'impression qu'elle va nous parler un peu de tennis et de tout. Mariana, bienvenue. Et là, avec tout ce que j'ai dit, c'est quoi qui te représente le mieux, là? Ah, mon Dieu! Passionné, passionné à fond des choses qu'elle Passionné fait. tout court. Ben oui, parce que quand je fais quelque chose, je le fais avec tellement de dévouement, puis tout ça part du sport, en fait. Ça part pas de l'art, ça part du sport. Moi, j'ai été une joueuse de soccer pendant des années. J'ai commencé à jouer à l'âge de 8 ans, puis j'ai arrêté à l'âge de 16 ans. Puis à l'époque, je suis née en 90, fait que mettons, dans les années 2000, être une joueuse de soccer femme, c'était pas, il y avait à peine des bourses. Fait que, tu sais, moi, j'ai joué le AAA à Concordia pendant comme 4 ans, puis j'ai fait les camps d'entraînement pour l'équipe du Québec. Puis l'adolescence est arrivée, puis j'ai fait, c'est plus pour moi, fait que je suis devenue comme artiste. J'ai assumé l'art, tu sais. Mais ouais, ce qui me présente le plus, c'est passionné puis discipliné grâce au sport. Ah, c'est bon ça. Hey, t'aurais capoté, toi, si l'équipe de Montréal Les Roses avait existé quand tu étais ado. T'aurais peut-être continué plus longtemps. Là. Ben, honnêtement, oui, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, j'aurais été une joueuse de tennis. Ah Oh! ouais, hein? Oh, oui, oui, vraiment. Pourquoi J'aurais été une là? joueuse de tennis. Ben, en fait, vous devez comprendre. Excusez, je vais éteindre la télé parce qu'en même temps, il y a tout le temps un petit peu de la télé en arrière pour pas que mes chiens jappent parce que ça leur donne un visuel autre que moi. En fait, moi, il y a à peu près maintenant 9 ans, je rencontre Alexandre Barrette, que vous connaissez, qui est un passionné de tennis et un joueur de tennis qui a fait sport-études. Puis il me dit, t'as-tu déjà joué au tennis? Puis je suis comme moi, les sports de main. Tu sais, quand tu fais le sport de pied, là, tu méprises le sport de main. C'est pas le contraire. C'est souvent pas le contraire, mais quand tu joues au soccer, tu joues pas au tennis, mais quand tu joues au tennis, tu peux aimer le soccer. Fait que j'ai dit, moi, j'ai joué au soccer, moi, j'ai rien à voir avec le tennis. Puis là, on s'en va sur un court, puis il me dit, juste prends la raquette, puis comme frappe pour voir. Puis tout à coup, je me prépare naturellement sur le côté, puis il fait, OK, t'as déjà joué. Puis je dis, non, pas du tout. Fait que les 7 ans qu'on a été en couple, on a joué au tennis beaucoup, puis je suis devenue. Je me rappelle d'être rentrée à la maison à un moment donné en pleurant, en lui disant pourquoi je suis trop vieille pour faire le circuit. J'ai comme découvert une passion débile du tennis et c'est tellement le même parallèle avec l'humour en plus. C'est un sport de solitude, mais d'équipe. Tout se passe dans ta tête. Si tu perds la concentration puis le contrôle, c'est terminé. C'est jamais fini tant que c'est pas fini. C'est les mêmes adages que l'humour. Fait que, ouais. Fait que tu es en train de nous dire que la prochaine fois, il va falloir qu'on fasse ça sur un terrain de tennis. C'est ça que tu nous dis, là. Vous allez devoir parler avec mon coach, Fred Niemeyer.
Ah, ben Oh! oui, mais Fred, c'est un ami à Marie-Ève et moi, donc écoute, C'est il rendu va mon falloir. coach, puis je dois vous raconter cette anecdote-là, les filles, parce que je pense qu'ils trouveraient ça drôle si je la racontais. Je vous fais ça vite, là. Mais il y a 3 semaines en arrière, à peu près un mois en arrière, je vais jouer au tennis avec Alex. Puis lui, il est en train, je connais pas ce gars-là, il est en train d'entraîner 2 jeunes filles qui sont excellentes. Puis je dis, Alex, wow, les filles sont bonnes, ils ont l'air jeunes, ils ont quel âge? Il fait, ben demande-le. Je dis, hey, les filles, vous avez quel âge? Puis là, Fred, il reconnaît Alex. Fait, Alex, comment ça va? Puis là, je fais, tu le connais? Il fait, ben oui, lui, il a été 130e au monde. Puis il montre des vidéos de lui qui joue contre Roger. Puis je fais, wow! Puis moi, avec ma naïveté et ma candeur, je suis comme, peux-tu m'entraîner? Puis là, Fred, il part à rire. Il fait, ouais, non, j'ai pas le temps. Fait que là, le soir arrive. Le soir arrive, Alex reçoit un texto de Fred qui dit, hey, en passant, j'ai jamais reconnu Mariana. Tu sais, je connais pas vraiment les vedettes au Québec, mais tu lui diras désolé de ne pas l'avoir reconnue. Puis je vois qu'il m'a ajouté sur Instagram. Fait que je lui ai écrit en privé. Puis j'ai dit, si tu veux te faire pardonner, t'es mieux de me donner mon heure de tennis. Fait que ça fait 1 mois qu'il m'entraîne. Wow! Écoute, c'est très drôle parce que Fred ne se souvient jamais, je te le dis, là, même s'il voit un visage, il ne se souvient jamais des noms. C'est-tu Jamais, vrai? jamais. Tu lui diras quand tu vas le revoir, il paraît que toi, les noms, là, t'es pas bon pantoute. Il est C'est vrai? vraiment nul, nul, nul. Mais C'est ça doit être malade parce que quand on parle de passionné, Fred, c'est un oui. passionné. Fait que Mais je peux c'est juste non, mais lui, ça frôle m'imaginer. la schizophrénie puis la maladie mentale. Des fois, il se fâche contre moi parce que, tu sais, mettons, on va pratiquer le retour de service. Puis, tu sais, il m'a dit, t'es vraiment, en fait, et puis il me dit, si t'avais commencé 10 ans plus tôt, il y aurait eu un potentiel parce que t'apprends vite puis t'aimes apprendre. Puis, t'apprends très vite puis c'est surprenant. Puis moi, je suis une passionnée. Quand t'es passionné de quelque chose, tu veux apprendre vite. Fait que, moi, j'ai dit, il faut que t'arrêtes de me donner des espoirs, Fred. Parce que ça se peut que je lâche l'humour puis que j'essaye. Mais je le sais que je suis bien trop vieille pour ça. Mais Fred, à toutes les fois qu'on finit par jouer on fait le petit tennis au début, après ça, on fait notre affaire, puis les 10 dernières minutes, on joue. Puis des fois, je suis brûlée à la fin. Puis la première fois qu'on s'est entraîné ensemble, il s'est fâché. Puis je suis comme, t'es-tu fâché contre une fille qui fera jamais le circuit? Là, c'est pas vrai, là. Puis là, il rit maintenant parce qu'il dit, ah, je vais devoir m'adapter, là. Ouais, tu vois, Fred, pas fâché, c'est pas Fred. Hey, mais il est fou! C'est un malade! Il est tellement intéressant. C'est la première fois que je côtoie comme une élite mondiale. C'est la première fois que je côtoie de près, puis tu le vois que c'est. Tu sais, on peut les voir comme des bizarres, les joueurs de tennis, mais qui savent tellement où ils vont que quand on les comprend pas, ça les fâche. Je comprends maintenant pourquoi ils pètent des coches sur les terrains. Ouais. Tu sais, Ouais, C'est vrai que t'entends, Marie-Ève? Ouais. Mais c'est vrai que c'est un monde particulier, le monde du tennis. Et puis, tu as bien connu Alex, évidemment, mais on devient comme bizarre quand on parle de tennis, comme vraiment intense dans le oui, détail et oui. tout. Tu confirmes? Moi, mon chum, des fois, quand il décroche très vite, là, Moi, non. Ben, moi, au début, je décrochais. Puis là, maintenant, c'est rendu que, tu sais, les derniers, mettons, les derniers 5 ans de Grand Chelem se font chez moi. On les regarde ensemble, les finales. Je veux dire, j'ai suivi pendant. Moi, ma joueuse qui m'a donné envie de jouer au tennis, c'est Ashley Barty. OK. Avant qu'elle Wow. prenne sa retraite, juste pour son parcours atypique de faire partie de l'équipe nationale de cricket, après ça, venir jouer au tennis. Elle avait la plus belle slice sur tout le circuit. Pas une shape mince, grande élancée, une fille faite forte. Je trouve que tout ça était tellement atypique que j'étais comme wow, c'est ce genre de femme qu'on veut voir, tu sais. Puis elle est tellement cute, elle parle pas trop, là, elle voulait juste des enfants, fait qu'elle est partie du circuit. Je trouve ça beau de se laisser aller de même, tu sais. Ouais. Est-ce que tu as espoir? Est-ce que tu as espoir qu'elle va revenir? Hey, elle est tellement talentueuse qu'elle pourrait revenir, mais les petites jeunes qui sont là, les Coco Gauff de ce monde, puis ces filles-là ont le couteau entre les dents. Là, fait qu'il va falloir qu'elles travaillent fort. Là, parce que ça va rapide. Là, c'est rapide, puis ça frappe fort. T'sais. Puis c'est plus nouveau une fille qui fait des slices. Là. C'est plus nouveau des Ouais. filles qui vont au Non. filet. Même si les filles vont moins souvent au filet, j'ai l'impression que tranquillement, il y a comme une belle évolution qui se fait au tennis féminin en ce moment. Puis si tu avais un grand thème là, où tu te dis, mais moi, Mariana m'a dit, je veux faire les qualifications, ça me tenterait, Roland là, j'ai Garros. le niveau. Roland Garros. Sans ouais. hésitation. Terre battue, moi, c'est demain matin, terre battue. C'est ma surface. On a joué, Alex et moi, à l'époque, au Portugal. C'est ma surface préférée. J'aime comment la vitesse de la balle voyage. C'est ma surface. C'est vraiment Ton coup Moi, numéro 1, là. Tu te dis, là, moi, là, écoute, j'ai un service de la mort. Non, pas du fais tout. attention parce qu'on va valider avec Fred après. Hein? Fred, il va te le dire tout de suite, coup droit latéral en retour.
En retour, en OK. croisé, là, j'ai une belle patience pour vrai. J'attends beaucoup la balle. Puis ça, c'est ce qui m'a montré. Attendre la balle puis utiliser mes jambes pour me propulser, c'est ma plus grande force. Oui, Moi, parce que j'ai fait mes c'est sûr que recherches. tu n'as pas enseigné à être patiente parce que Fred, il n'y a pas de patience. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu disais, Mais Marie-Ève? je dis, ben, moi, j'ai fait mes devoirs. Je suis allée voir quelques vidéos de toi qui joue au tennis. Puis je t'imagine, moi, comme tu disais, le couteau entre les dents, endurante, rapide sur le terrain, puis je vais faire chier mon adversaire jusqu'à temps qu'elle craque. Je vais y rentrer dedans mentalement. Je te vois comme une fille qui travaille fort sur le terrain, qui lâche jamais, jamais, jamais. Écoute, C'est ça, comme ça, est-ce que je me trompe? Écoute, là, je ne sais pas quelle vidéo tu as vue, mais la vérité, c'est que, mettons, j'aimerais ça vous envoyer mes vidéos dans un mois puis qu'on se reparle parce que je viens de pogner quelque chose. Puis c'est ce qui est génial avec le tennis, c'est quand tu peux encore continuer à t'améliorer, c'est parce que tu n'es pas rendu à ton meilleur niveau. Fait que je sais que je peux encore continuer à m'améliorer. Puis honnêtement, j'ai catché quelque chose dans l'attente de la balle. L'attente de la balle, moi, je pense que je suis capable de fatiguer l'adversaire, puis à un moment donné, mon coup droit arrive, puis c'est dans tes dents. Mais je vais pas être bonne. Le revers, je vais me fâcher sur mon revers. Je vais jamais me fâcher sur mon coup droit. Je pense que je suis vraiment dans épuiser l'animal avant de le manger. Ben, écoute, tu diras à Fred qu'il y a un mois, avec Marie-Ève, on se trouve un petit terrain de terre battue. Oh my God, ce là, serait un rêve, les filles, un rêve. C'est lancé. C'est lancé. On t'écrit un mois, tu travailles sur ta droite, un petit peu le back-end. Et là, on va voir ça sur le terrain. Tu auras le privilège de jouer avec moi, avec Marie-Ève, mais je vais laisser Marie-Ève, moi, te challenger sur la perspective d'échange et vitesse de balle. Alors, j'en dis pas plus. Parce que je te dirais, assure-toi d'avoir une assurance vie, puis c'est correct. OK. On a joué en double, une contre l'autre. Puis, tu sais, Sève, elle essayait de compenser en parlant en m'énervant un petit peu. Fait que là, sur un retour, elle était au filet en avant de moi, puis j'ai dit, sois prête, là, tu sais, comme. Et je t'ai déclenché de toute ma carrière, je pense, le coup droit le plus fort de ma vie. Je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions dans ce retour-là. Wow. Et dès qu'il est sorti de ma raquette, je savais que j'aurais jamais dû faire ça. Je pensais la tuer, là. J'avais la balle qui arrivait, là, qui s'en allait directement ici sur elle, à toute vitesse. Puis elle a juste eu le temps de mettre sa raquette pour se défendre. Elle a fermé les yeux, puis la balle est passée l'autre bord. Fait qu'elle a gagné le point. God! Non, j'ai gagné le point. C'est ça le message. Mais je te jure, Mariana, j'ai jamais eu peur comme ça de ma vie. J'ai juste entendu la balle partir de la raquette. J'ai fermé les yeux. J'ai fait ça de même. Mais c'est mon instinct de tueuse. Tu sais, quand tu parlais que des anciens joueurs, ils ont du caractère, là, ben c'est ça. C'est ça. Je te comprends. Mais contrairement à ce que les gens peuvent penser de moi, je pense que ma plus grande force réside vraiment dans la patience. Et je pense que mentalement, je suis faite forte. J'abandonne pas, je me laisse pas. Je suis quand même faite forte. Fait que moi, mettons, là, si j'ai 3-4 séquences qui vont être difficiles, je suis capable de recommencer à zéro à chaque séquence. Puis avec Fred, on travaille énormément dans l'attente de la balle, l'attente de la balle, l'attente de la balle. Fait que je panique pas. À un moment donné, il augmentait la cadence. Puis, tu sais, Fred est capable de frapper assez fort puis assez violemment. Là. Puis, à un moment donné, il m'a dit, il y a des balles que tu m'as retournées que j'aurais jamais pensé que tu m'as retournées. Fait que moi, si vous voulez que ce soit un défi, on pourrait même le filmer. On pourrait dire à Fred de venir nous coacher ça puis venir nous faire l'arbitre de ça. Moi, je serais tellement heureuse. Ce serait ma récompense de autant de travail. Mais comme je vous dis, je suis tellement passionnée que c'est tellement un sport. Écoute, je travaille là-dessus, Mariana, je l'appelle Fred. Mais moi, je capoterais. Pour de vrai, quel beau cadeau que tu fais. Wow! Avec plaisir. Ça va être un plaisir. Puis on se reconfirme ça, mais on va se donner une petite fenêtre d'un mois. Peut-être que le beau temps va arriver à un moment donné, on va arrêter d'avoir de la neige ici. Mais avec tout ce que tu nous dis, c'est quand même intéressant. C'est cool de t'entendre sur le tennis, puis ta passion du tennis. Puis on va faire le parallèle avec tout ce que tu entreprends. Tu es en show en ce moment, tu as écrit des livres, on va en parler aussi. Mais est-ce que tu dirais que la partie performance, là, c'est pas mal ce qui rejoint tout ce que tu fais dans ta vie par rapport à l'écriture, par rapport au jeu, par rapport à ton show? Il faut que tu arrives, tu as une performance à aller chercher. Est-ce que c'est ça qui te drive aussi un peu, au-delà de la passion? Au-delà de la performance, c'est la discipline.
Le soccer m'a beaucoup amené de discipline et je le vois juste maintenant dans mes rodages. Si je vais faire un bar, que ce soit un bar où est-ce qu'il y a 10 personnes ou que ce soit une salle où il y en a 500, je vais arriver préparé de la même façon. Tu sais, en pratique, pendant qu'on pratique, je vais donner mon 100%, puis je vais travailler là, puis quand il va y avoir un match, je vais m'amuser. Je pense que c'est la même chose pour l'humour, c'est la même chose en écriture. Je pense que je suis quelqu'un qui comprend vite les codes, que tout est dans le travail et dans la pratique, la discipline. Me lever tôt le matin, fait que me coucher plus tôt le matin pour arriver en forme, faire des sacrifices. J'ai fait beaucoup de sacrifices quand j'étais adolescente, quand je jouais au soccer, parce que les fins de semaine, j'avais 3 entraînements par semaine, puis j'avais un match la fin de semaine. Fait que moi, j'allais pas sortir avec les garçons, j'allais pas à la rencontre, j'allais pas me développer, mettons, autant amoureusement, sexuellement, intimement que mes amis, parce que j'avais un objectif, être la meilleure joueuse de soccer au monde. Puis quand j'ai commencé l'humour, c'était ça aussi ma mentalité, être la meilleure humoriste au monde. Puis même si ça se voit prétentieux, mais je pense pas que tu peux faire quoi que ce soit dans la vie si tu n'as pas cet objectif-là. Tu peux pas arriver puis faire quelque chose, n'importe quel sport dans la vie, si tu veux faire partie de l'élite, tu dois te dire que tu vas être le meilleur au monde et faire les sacrifices pour. Tu peux pas dire je vais être un bon troisième, jamais. Fait que je fais les sacrifices qui viennent avec mes ambitions. Je pense que c'est vraiment le lien dans tout ça. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'ai compris tout de suite qu'il faut que j'aille du millage. Faut que j'aille du millage. Fait que c'est la même chose que de faire 4 heures de tennis par jour. Je sais que je ne vais jamais être une grande joueuse comme je le voudrais aujourd'hui à mon âge, même si je voulais jouer senior, parce que je n'ai pas ça 4 heures de tennis par jour. Je ne l'ai pas ce temps-là. Tandis qu'en humour, je l'ai. Je répète mes textes 4 heures par jour, puis quand j'arrive sur scène, waouh, tout va rapidement, tout va bien, mes textes sortent mieux, j'ai pas travaillé dans le beurre, mais c'est pas juste en regardant de l'humour, c'est pas juste en regardant du tennis que tu deviens bon. C'est en le pratiquant, c'est en courant, c'est en faisant tous les sacrifices qui te font chier, en faisant tout ce que tu n'aimes pas, aller faire du cardio, aller faire de la musculation, aller faire de... Hey, tout ce qui te fait le plus chier, c'est ça que tu dois redoubler. Puis la journée où est-ce que ça va te faire chier, il faut que tu en mettes encore plus. C'est comme ça que je le vois. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai atteint le niveau que j'ai atteint en humour. Mais j'ai toujours dit à tout le monde, revenir en arrière demain. Demain, ma carrière, c'est le tennis. Je pense que j'aurais été capable d'être top 100 au monde. Écoute, je t'entends parler, là. C'est fou, là. C'est pour ça, des fois, je trouve ça vraiment intéressant. Les milieux il y a certains points qui se ressemblent vraiment. Oui. Parce que tu décris aussi mon adolescence. Moi non plus, pour devenir joueuse de tennis, mais mon coach il disait tout le temps, si tu fais tout comme les autres, ben, tu vas être comme les autres. Si tu veux être différente puis réussir plus que les autres, ben, tu ne peux pas faire les choses de la même manière. Puis c'est un peu ça que tu décris. Il y a un film là, qui s'appelle Whiplash, qui est vraiment écœurant, qui est sur un jeune garçon qui veut devenir le meilleur drummer au monde, comme Buddy Holly. Puis c'est avec J.K. Simmons, qui est un acteur exceptionnel, qui joue son enseignant dans une institut super prestigieuse de musique. Ouais. Puis tout le film repose sur, si tu veux être le meilleur dans quelque chose, si tu veux atteindre une sommité, tu dois faire fi de tout le reste. Puis à un moment donné, il y a une scène qui m'a marqué où est-ce qu'il rencontre une fille puis il mange une pointe de pizza puis elle dit, tu penses qu'on va pouvoir un jour être en couple et aller faire des activités? Puis il a fait, si je veux être le meilleur au monde, je peux pas sortir avec toi. Je peux pas avoir personne qui me dérange. Je peux rien faire d'autre. Puis moi, maintenant, en ce moment, je le vis avec mon 3e spectacle que je suis en train que j'ai écrit, qui est fini d'être écrit puis que je rôde. Je peux pas rencontrer personne en ce moment. Personne ne peut rentrer dans ma vie en ce moment parce que je sais que mon focus va être enlevé. Si le matin, je me lève et que je ne pense pas à mon humour puis je pense à mon petit copain, c'est terminé, mon show ne va pas être aussi bon. Puis je le sais que c'est la même chose pour faire partie de l'élite dans un sport, faire partie de l'élite en musique, dans tout. Je pense, moi, je suis comme ça. Je pense qu'il faut que ta vie tourne autour de ça puis que ça en devient littéralement ton air et ton eau. Si tu veux quelque chose. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'est pas équilibré pour devenir, je vais dire, un athlète professionnel. C'est pas le fun. Ben non. Non, mais c'est pas normal. Puis c'est vicieux. C'est vicieux. C'est vicieux parce que n'importe qui va aux Olympiques travaille toute sa vie pour un événement. Puis où est-ce qu'on le sait qu'à un moment donné, les coachs deviennent un peu débiles? On parle de parents, on parle de la plupart d'André Agassi, qui est la meilleure biographie que j'ai lue de ma vie, Open. Tu fais comme, c'était du martyr, c'est de l'esclavagisme à la limite. Il n'y a personne dans la vie qui atteint la sommité sans en avoir eu une grande souffrance. C'est pas normal et ce n'est pas...
sais, je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de changer la donne puis de dire on pourrait être plus soft, plus doux, tout ça. On n'est pas là pour se faire des amis puis être gentil. On est là parce qu'on veut être le meilleur puis on est des milliards d'êtres humains sur la planète. Pour trouver ta place, il faut que tu sois le meilleur. Fait que oui, il faut que tu fasses un sacrifice. Puis oui, il faut que ce soit pas le fun. C'est pas vrai que le fun et l'excellence viennent ensemble. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec ça. Ouais, puis, Mais là, il va falloir qu'on se parle à un moment donné parce que moi, tu vois, moi là-dessus, je pense, important. Tu sais, le plaisir de faire ce qu'on fait est différent, je suis d'accord avec toi, du fun. Tu sais, tu te fais ramasser pendant 1 heure par thread, tu reviens, tu es en tabarnane dans ton char parce que tu n'as pas réussi la shot qu'il t'a demandé. Mais en même temps, c'est ça le plaisir dans quelque chose. La journée où est-ce que Séverine, mais je veux faire du millage sur ce que tu dis. La journée où est-ce que je vais rentrer dans mon char et puis avoir envie de retourner m'entraîner avec Fred, c'est là où ça s'arrête. Mais à toutes les fois que je m'entraîne avec lui, je suis dans mon char puis je fais « Oh, j'ai hâte à la semaine prochaine parce que je vais y arriver. » Je pense que c'est ça le plaisir. Ouais. En fait, puis ça, c'est ça, vouloir la sommité. Dans la vie, le fun, tu as raison. Le fun vient quand tu sais que c'est la fin de ta carrière. Le fun vient quand tu sais que tu t'en vas jouer pour faire plaisir aux gens. Mais le plaisir, exactement. Mais tu veux être la sommité dans quelque chose, le plaisir vient à la fin quand tu as gagné ta game. Pas pendant que tu joues. Pendant que tu joues, tu es en combat, tu es en martyr, tu es en souffrance, puis tu dois prouver que tu es le meilleur. Et c'est ce que j'aime, moi. Moi, c'est ce que j'adore du sport. Moi, c'est ça que j'aime. Puis je pense que c'est là la différence entre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Les femmes, on a une émotivité puis une sensibilité émotive qui fait qu'on refuse d'aller dans ça. Parce que c'est pas vrai qu'on va aller se faire chier. Les hommes sont habitués à se bagarrer. C'est comme ça qu'on les a éduqués, hein? On va aller se battre, on va aller se taquiner, on va aller se chamailler. Tandis que les filles, c'est toujours dans la douceur, dans la communication. Puis je suis contente de voir des filles comme Sabalenka qui ont du caractère, qui gueulent sur le terrain, qui sont fâchées de rater une shot, puis on les traite de folles quand la plupart des gars pètent leur raquette. Mais ça, c'est dans tous les milieux. Fait que je pense que de plus en plus, les filles ont le couteau entre les dents et comprennent que la notion de bagarre s'applique aussi pour les femmes. Faut aller se battre pour aller chercher quelque chose. Fait que tu as super raison, Séverine, là-dessus. Le fun, la notion de fun, de plaisir, on doit bien la comprendre. Mais le danger, moi, je pense, c'est souvent que j'ai été témoin, les athlètes font tous les sacrifices, ils font toute la bonne chose, concentrés à 100% sur leur sport, parce qu'on se dit, quand je vais gagner ce tournoi-là, quand je vais être première mondiale, là, je vais être heureuse, là, je vais avoir le droit de faire ce que je veux. Puis au final, quand ils parviennent, ils se rendent compte que ça continue, il y a toujours plus des fois, ou que finalement, le bonheur n'est toujours pas là. Puis c'est le parcours qui a été le fun à faire. T'sais, on a eu du plaisir à travailler fort. C'est l'ego. C'est l'ego qui nous amène là. Je vais vous raconter une anecdote, vous allez tellement vous comprendre ce que je veux dire. Une couple d'années, mon gérant, il m'a dit, c'était le gérant de Mesmer, l'hypnotiseur. Puis en France, là, c'était débile. Je veux dire, il remplissait des stades. Puis mon gérant m'a dit, veux-tu ça? Puis quand j'avais 25 ans, j'étais comme, oui, je veux ça. Je veux être la plus grande humoriste, je veux battre les records. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, puis je fais, ça aurait été ma mort. J'aurais été tellement malheureuse parce que c'est l'ego qui parlait. Je voulais pas devenir la plus grande humoriste parce que j'avais une mission d'aller communiquer des choses. Je voulais devenir la plus grande humoriste par ego pour être la meilleure. Je pense qu'un joueur comme Roger Federer, comme Nadal, comme Alcaraz, comme Sinner, c'est des joueurs qui, au-delà d'être les meilleurs, ils veulent apporter quelque chose au tennis qu'il n'y a pas. Ils veulent léguer des choses au tennis. C'est beaucoup plus émotif que de l'égocentrisme. Un Kyrgios qui est parti du circuit n'était pas prêt à faire ce sacrifice-là. Puis il a tout le talent du monde, là. Lui, il n'avait pas envie de ça. Fait que je pense que quand on est des athlètes au niveau, si notre mission, c'est d'être les meilleurs parce qu'on a de l'ego qui nous parle puis on veut satisfaire quelqu'un, il ne faut pas le faire. Mais si on se dit, je veux Diego Maradona, Pelé au soccer, si tu te lèves le matin en faisant, je veux changer la face de mon sport, je veux léguer des choses aux générations qui s'en viennent parce que c'est important, c'est ma mission de vie, comme un mormon, comme un témoin de Jéhovah veut le faire avec sa religion, ben fais-le. Mais si c'est l'ego, tu vas tomber, tu vas mourir, tu vas haïr ta vie. Oui, parce que tu as été souvent au tournoi, Mariana, je t'ai vu souvent dans les Players Lounge, là.
Puis tu sais, Ouais. avec, je sais pas si tu as regardé Breakpoint sur Netflix, on voit Ah un oui. peu en arrière du circuit. Puis ce qui ressortait, c'est comme, il y en a donc bien des joueuses qui sont comme dépressives, malheureuses ou des Oui. joueurs, ça n'a pas l'air le faire. Est-ce que c'est ton impression aussi? Puis si oui, pourquoi? Moi, j'ai l'impression, surtout avec les femmes, j'ai l'impression qu'on a été drillé pendant longtemps à faire des sports d'équipe. On est bonne dans les sports d'équipe parce qu'on est bonne pour une pour l'autre. Un sport individuel pour une fille, il y a l'émotivité qu'un gars est capable de mettre de côté ou qu'il va utiliser avec la violence en pétant sa raquette. Mais je pense que les filles, on a des hormones et ces hormones-là, on ne peut pas les changer. On a un appel à la maternité, on est menstrué, on a des hormones, on a des semaines plus difficiles que d'autres. Et malheureusement, ça vient jouer. Vous vous rappelez l'athlète olympique asiatique qui nageait puis qui est tombée dans sa semaine puis elle a dit « Je suis arrivée troisième parce que je suis menstruée ». Ben ça, il y en a beaucoup de filles sur le circuit qui doivent être hormonales. Les gars n'ont pas ça. Puis je pense que ça va être majoritairement toute notre vie la différence. Les filles sont déprimées parce qu'elles sont loin de leur famille, parce qu'elles ont un attachement. Les gars, on dirait qu'il y a quelque chose de différent. Je sais pas, j'ai toujours senti qu'avec les garçons, il y avait un détachement émotif qui pouvait se faire plus parce qu'il y a l'ego, puis il y a la réussite. Puis aussi, tu le sais que tu vas avoir un contrat de 80 millions en signant avec Nike. Tandis que les filles, tu le sais que tu vas devoir te battre un petit peu plus longtemps avant de devenir quelqu'un. Puis il faut que tu sois un peu plus belle, tu aies des beaux cheveux, que tu sois le visage. Et combien de joueurs pas très beaux deviennent le visage de sponsor, puis des filles physiquement moins esthétiquement belles le deviennent pas. Fait qu'il y a encore ce double standard. Tu sais. Il y a des gars pas très beaux, moi te le dire. Là. Alcaraz avait une vilaine peau au début de sa carrière. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec sa peau? Tu vois sa peau comment elle est rendue belle? Ouais. Il a pris de la cutane, ce gars-là. Là. Fais ça avec une fille pour le fun. Fais ça avec une fille. J'ai jamais vu ça. C'est con, mais c'est vrai Mais dans t'as tellement... Ben écoute, tu as tellement raison, Mariana, puis il y a tellement de choses que tu dis, puis je veux ramener à ce que tu disais tantôt, c'est le lien pour tout le monde qui veut atteindre un objectif X, ben que ce soit en humour, que ce soit à l'école, que ce soit à 10 ans, 18 ans, avoir une belle famille, avoir des enfants éduqués. Quand tu as un objectif X, là, de penser qu'il y a un équilibre, c'est donner un faux message, puis un message inatteignable. Inatteignable. Moi, je dis aux parents, là, souvent, c'est comme, ouais, mais là, j'aimerais ça avoir un équilibre. Non, il n'y en a pas d'équilibre. C'est impossible. Ça arrivera pas. Pour être la sommité de quelque chose, tu dois devenir une version terrible de toi-même, puis trouver ton équilibre au travers de ça. Exact. Puis comme tu disais tantôt, c'est le pourquoi on fait les choses. Moi, je pense que c'est là que ça devient important. C'est pourquoi, et ça, il n'y a pas d'âge. Tu sais, de vouloir le dépassement de soi, là, tu le vis en ce moment, toi, sur le court. Tu le vis dans ta profession. Marie-Ève et moi, on le vit dans nos professions aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Puis tu as raison, quand on est drivé sur l'ego, bien, malheureusement, est-ce que c'est une bonne raison pour faire les choses? Je pense pas. Et souvent, la différence homme-femme, puis Marie-Ève, elle a été dans ces vestiaires-là. Moi, j'ai été dans ces vestiaires-là aussi de la WTA avec ces jeunes filles. Puis, il y a ce besoin, ce désir aussi de vouloir bien paraître pour les autres, de vouloir bien faire pour les autres. Et là, je veux ramener à tes livres. On a quand même un éditeur en commun qui est Québec-Amérique. C'est drôle qu'on parle de ça parce que j'ai écrit un livre, Les stéréotypes dans le sport, avec Québec-Amérique. Et tu parlais d'un travail d'équipe. Puis on le sait, écrire, là, si les gens ne savent pas ce que c'est pas juste s'asseoir, écrire un livre. Ça prend 1 an, écrire un livre. Ça a été quoi ce processus-là pour toi? Le même que le tien, le même que n'importe quel nouveau projet, c'est de savoir, bon, moi, je veux qu'on me fasse la liste des choses que je nécessite pour aller de l'avant avec le projet. Fait que ça a été un processus qui était très méditatif, contrairement à l'humour qui est très actif. Puis moi, mon endorphine, je vais la chercher avec le tennis. Ma passion, je vais la chercher avec l'humour. Puis ma méditation, je la cherche avec l'écriture parce que trouver le bon mot pour donner une émotion que j'ai vécue mais que tu n'as pas vécue, c'est tout qu'un travail. T'sais. Mettre quelqu'un dans une ambiance que moi j'ai dans ma tête. C'est pour ça qu'on dit souvent que le livre est meilleur que le film parce qu'on le lit puis on se fait une idée. Puis quand on voit le film, on fait ben, c'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon, c'est parce que c'est pas ce que tu as imaginé. Fait que puis je fais encore le parallèle avec le tennis. T'sais. Avec le tennis, tu as beau dire je me visualise en train de gagner, tout ça.
Oh oui, mais il suffit que tu fasses un mauvais jeu de jambes puis c'est terminé, là. Je veux dire, fait que je pense que dans la vie, tout ce que j'ai entrepris, je l'ai entrepris en me disant, je veux vraiment bien faire les choses. Je veux pas monter les marches en deux. Puis j'ai jamais eu la prétention d'être la meilleure dans ce que je faisais, mais je donne mon meilleur, ça. Puis ça, je pense que personne ne peut me l'enlever. Puis ça fait beaucoup très prétentieux parce que quand tu vas dans le milieu des sports, là, ça m'a fait rire en humour ou dans le milieu des livres ou même à la télé ou dans les films. Dans les sports, l'objectif, c'est de gagner, non? Quand tu gagnes, Ben, tu es le meilleur. Tu le vois, le pointage, là. T'as beau me dire, un match Djoko contre Roger, Djoko gagne. Moi, je suis pas une fan de Djoko, mais t'as beau dire, ouais, mais Roger, c'est le meilleur. Mais Djoko vient de gagner, là. Il vient de gagner. Il était le meilleur aujourd'hui. Après, on peut faire l'analogie de toute la carrière, mais il était meilleur, là. Puis c'est qui est encore là? C'est lui. Il est encore là. et Fait que, ouais. alors ça, c'est Ouais. à un moment donné, tu peux dire, j'ai mes préférés, j'ai mes préférences. Pour moi, c'est un ange, Roger Federer. Pour moi, c'est la plus grande grâce qui a jamais existé au tennis. Mais après, en ce moment, le meilleur, âge pour âge, c'est Djoko. Il est encore là, le gars. Mettons, on fait le parallèle avec le reste. Quand j'arrive en humour, puis on me dit c'est qui le meilleur, c'est pas la même chose dans les arts. Mais tu as les ventes de billets, tu as les appréciations, tu as les messages qu'on reçoit des gens qui disent ça a changé ma vie de lire ton livre, ça m'a fait du bien, ma mère est en train de passer un mauvais coton avec le cancer, ton livre m'a fait du bien. Fait que je pense que les récompenses ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas quantifiables comme un sport. Mais j'ai jamais compris pourquoi est-ce que dans un sport, on peut avoir la prétention de dire je suis le meilleur grâce à un pointage et que dans les arts, on ne peut pas le faire. Puis ça, j'ai toujours trouvé ça poche parce que c'est l'émotion. C'est ça, c'est l'émotion. Dans le sport, il n'y a pas d'émotion. Tu ne peux pas mettre l'émotion. Tu mets la tête. Tandis que dans les arts, tu mets le cœur. Puis moi, j'aime amener les deux. J'aime amener le cœur et la tête. Fait que j'amène ma tête de tennis, puis j'amène mon cœur de fille de scène. Fait que quand tu mets les deux ensemble, j'ai l'air d'une prétentieuse. Mais non, c'est que j'ai été disciplinée comme ça. Fait que je pense que c'est ça mon processus quand j'écris. Il y a le cœur qui est là, puis quand je fais du sport, c'est la tête qui est là. Mais pourquoi pas mettre les deux? C'est génial. Je vois pas c'est quoi le problème de mettre les deux, tu sais. Fait que, ouais, voilà. C'est pour ça que j'aime Ah beaucoup non, le c'est intéressant. c'est Ouais. quantifiable. C'est quantifiable, tu sais, j'ai vendu 300 000 billets de mon premier spectacle, mais ça ne veut pas dire que c'était le meilleur spectacle. Ça a été le plus populaire, puis il n'a pas été aimé par les 300 000 personnes. Tandis que si j'ai gagné 52 grands chelems, t'as beau me dire que tu m'aimes pas, j'ai gagné 52 grands chelems. Puis c'est la différence fondamentale entre le sport et les arts. Il y en a un que tu ne peux pas revenir en arrière. Il a gagné. Dans l'art, tu ne peux pas gagner ou perdre. Tu peux juste plaire. Oui. Et moi, je suis tellement d'accord avec toi. Je pense que c'est ça qui est le plus dur dans le sport, c'est qu'on t'évalue souvent par rapport à tes performances et on s'évalue nous-mêmes par rapport, quand tu perds, tout à coup, ta confiance, au tennis, il faut que tu te recrinques à chaque semaine. Tu sais, comme vite, ça revient vite, là, ton match de ton prochain tournoi, puis d'être capable de te parler pour te remonter le moral, de continuer à avoir confiance. Tu retournes sur le terrain, travailler encore plus fort. Toi, comme tu le dis, dans les arts, c'est moins ça, mais y a-t-il eu des moments où ça a été comme pas pas le résultat que tu aurais aimé par rapport à tes... J'ai le meilleur exemple. Oui, j'ai le meilleur exemple pour toi. La première tournée que j'ai faite s'appelle Femme ta gueule, puis j'ai fait 450 représentations du show. C'était 5 shows par semaine pendant 3 ans et demi de ma vie. Au travers de ça, il y a mes amis, il y a ma famille, il y a mon amoureux, il y a ma maison, il y a vouloir avoir une vie, vouloir faire le party comme tout le monde, puis je ne l'avais pas. Les 50 derniers spectacles, je dirais, de Femme ta gueule, j'étais pas bonne. J'étais tannée. L'argent ne m'a jamais drivé de toute façon dans la vie. Je m'en foutais de combien je faisais, je m'en foutais de qui se déplaçait, j'avais perdu, j'en avais trop fait. La différence avec le sport, c'est que le sport, surtout le tennis, c'est continuel. Si tu arrêtes, tu es le seul perdant. Tu sais, c'est pas une saison qui commence. C'est ça qui est poche avec le tennis. C'est pour ça que le monde est aussi débile au tennis. Ils sont aussi pas normaux mentalement, tandis que le hockey, l'été, ils s'en vont jouer au golf, relaxer avec sa famille, tu sais. Le tennis, c'est continuel. Tu rates un grand chelem, bye-bye, tu te fais démonter, tu sais. Fait que, puis là, je me suis dit, je pense qu'après cette tournée-là, je vais devoir prendre une pause mentalement puis me demander qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce qui me rend encore heureuse, parce que j'ai beau atteindre les billets puis l'argent puis tout ça, ça me rendait plus heureuse. J'étais pas heureuse de monter sur scène, j'en voulais au monde,
de m'avoir mis populaire de même. Puis à la fin de la deuxième tournée que j'ai faite pendant 2 ans, puis c'était la pandémie, fait que c'était différent, j'ai pris 4 mois off. Ce septembre, octobre, novembre et décembre, je ne suis pas montée sur scène pour la première fois en 15 ans. Et ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait. Parce que j'ai recommencé à avoir peur, j'ai recommencé à être nerveuse, j'ai recommencé à vouloir plaire, j'ai recommencé à avoir le couteau entre les dents. Puis c'est ça que j'avais besoin. J'ai arrêté le tennis 1 an l'année passée. 1 an. Je n'ai pas retouché de raquette et je suis à mon meilleur tennis à vie parce que le corps a besoin des fois de prendre une pause. Puis malheureusement, les athlètes haut niveau ne peuvent pas se permettre ça. Je pense que si le tennis était un sport avec des pauses annuelles, le sport serait moins violent mentalement pour les gens. Ah, tellement un bon point. Là. Ouais. C'est sûr, le calendrier au tennis, il est tough. Puis, il est continuel. Tu ne peux jamais t'arrêter et dire cette année, tu sais, c'est sans arrêt. Fait que je pense que ça, excusez le terme, mind fuck les joueurs. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions alentour de ça, là, parce qu'il y a pourquoi tellement... il n'arrête pas? Pourquoi il met pas une pause d'1 mois à tout le monde? Parce que tout le monde veut gagner. Quand tu ne joues pas, tu ne gagnes pas d'argent. Puis avec les tournois, l'ATP fait de l'argent. Quand il y a des tournois, ils vendent des billets, tout ça. Fait que tout le monde veut un tournoi. Les joueurs qui n'ont pas bien performé, ils veulent gagner plus d'argent. Ben, c'est là mon problème. Puis c'est là le problème avec le tennis, puis c'est ce que j'aurais pas aimé, puis je pense que c'est ce que beaucoup de femmes n'aiment pas. Je pense que c'est très instinctif chez une femme de ne pas être drivée par l'argent. Tellement. Je pense qu'on n'est pas fait de même à la base. On aime l'argent. Ouais. Moi, j'adore l'argent. Là. Je viens de Montréal-Nord, j'en fais, puis je suis tellement fière de moi. Mais on n'est pas drivé par ça, par cet ego-là. Puis tu regarderas les décideurs en tennis, c'est pas des femmes. Les décideurs dans les sports, c'est pas des femmes. Fait qu'il y a tout le temps une espèce de... Quand on monétise quelque chose, c'est là où est-ce que c'est plus le fun. Puis moi, j'ai monétisé mon premier show. En vendant 300 000 billets, mes 50 derniers shows étaient payants. Vous n'avez même pas idée. Mais je les ai détestés. J'en ai pas aimé un seul. Les 4 derniers mois, j'ai pas fait une scène. Puis j'ai fait « Wow! » Je me suis jamais sentie aussi libre parce que j'ai quelque chose à aller chercher puis prouver. Puis je pense que c'est le problème du sport. Il est monnayable. Oui, non, tu as tout à fait raison. Hein? Mariana, là, je vais rajouter parce que ça rejoint ce que tu disais tantôt. Puis ça, c'est à tous les âges. Hein? Il y a des parents, on le vit, à 10 ans, à 12 ans, qui ont le même besoin. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut être capable aussi, peu importe le niveau, d'individualiser puis d'arrêter de comparer. 100%. Quand, tu sais, même au niveau de la WTA, Marie-Ève peut ajouter à ça, là, c'est comme, il ne faut pas comparer, puis oui, il ne faut pas être à la recherche, pas à la course de, puis à un moment donné, il faut être capable aussi de dire, savez-vous, comme certaines joueuses l'ont fait, Osaka l'a fait, Barty, elle a dit, moi, j'ai d'autres intérêts, c'était le fun, le tennis. Ça, c'est écœurant. Ça, c'est écœurant. Parce que moi, c'est ce qui m'a touché de Barty. Parce qu'elle a dit, je vais atteindre le numéro... Elle est arrivée numéro 1 au monde. Ouais. Elle a dit, je vais atteindre greatness, puis je vais m'en aller pour pas haïr ma vie. Puis, c'est ce que je trouve fucking triste, parce qu'un homme ne porte pas un enfant. Si les hommes portaient des enfants, tu sais, tu les vois toutes, là, les femmes d'athlètes, là, ils vont les suivre, les joueurs. Là. C'est rare que les chums suivent les blondes. Là. Il y en a, là, Sabalenka, il y en a une couple, mais il y a quelque chose de... Comme le oh mon Dieu, j'ai des anglicismes aujourd'hui, c'est terrible. De provider, le gars, c'est... Le gars va... Tu sais, Roger Federer, sa femme qui l'a suivi avec les 4 enfants, tu vois Nadal avec sa sœur puis avec sa blonde. Tout ça, je me dis, c'est ça le modèle qu'on donne aux gens. Regardez les plus grands de ce monde. Regardez comment les femmes les supportent. Puis Ashley, elle a fait, ben moi, j'ai envie d'une famille, fuck off, je m'en vais de là. Puis Serena, la même chose. Serena, maintenant, elle a 2 enfants, elle est retournée. Hey, tu sais, tout ça, c'est... En fait, puis ça reste là, puis c'est là fondamentalement la différence entre les hommes et les femmes. C'est le désir de stabilité. Ce désir de stabilité qui est vraiment différent de l'ego. Puis je pense que les hommes ont le pouvoir. Et si tu mettais des femmes qui étaient en gestion, ça fait longtemps que le tennis, ce serait un sport beaucoup plus égalitaire dans la façon de faire une pause puis de dire là, on ne monétise pas pendant 1 mois. On peut-tu 2 secondes attendre un peu que les gens puissent vivre leur vie, aller s'occuper de leurs enfants et tout ça. Comment tu veux qu'une joueuse de tennis puisse rêver à avoir un enfant puis de vouloir avoir une vie qui est maternelle, ce que les hommes n'auront jamais comme appel maternel, quand tu veux être la meilleure au monde, puis tu sais que si tu portes un enfant, bonne chance de revenir sur le circuit, là. Tu sais, c'est terrible. Il y en a de plus en plus, là, heureusement. Là, heureusement.
C'est comme là, Benchich est revenu. Écoute, elle a accouché au mois d'avril, puis elle a gagné le tournoi à Abu Dhabi, un tournoi. Ça, on doit célébrer ça. C'est ça qu'on doit célébrer. Ouais. Mais tu sais, tant et aussi longtemps que le sport va être un sport monétisé, puis c'est le cas pour le football, pour le basket, pour le hockey, tu sais, regardez les victoires, là, les filles qui jouent au hockey, pourquoi tout le monde va les voir? C'est parce qu'elles sont allées à la télévision, puis elles ont mis leurs poings à terre, puis elles ont dit, là, toute la gang, on ne fait pas d'argent, on veut en faire. Même chose avec le soccer, avec l'équipe des États-Unis. Toute la gang, on veut faire de l'argent. Va faire ça toute seule dans une joueuse de tennis quand tu sais que tu peux avoir une bourse d'1 million en Grand Chelem. T'as l'air d'une conne. Il y a beaucoup de monde. Oui, c'est vrai. Là. Puis il y en a qui ont essayé. Iga Swiatek, elle a dit il y a trop de tournois, c'est trop dur, je ne suis pas capable de performer semaine après semaine à mon meilleur. Le calendrier m'affecte. Puis elle s'est fait planter parce que hey, tu fais vraiment pitié, tu gagnes full cash. Puis est là le point. Parce qu'on a encore monétisé son opinion. C'est ça qui. Je pense que c'est ça qui m'aurait freiné ultimement d'être une sportive. Parce que toutes les filles de l'équipe des États-Unis au soccer, là, elles ont revendiqué pendant longtemps ça. Vous irez regarder, il y a un documentaire fantastique qui était sorti là, sur une des joueuses, sur la goaler. Vous l'aviez vu, ce documentaire-là? La goaler là, qui a voulu faire partie de l'équipe, puis qu'à un moment donné, elle a dit... Solo? Solo, exactement, Solo. Son nom de famille, ça m'avait marqué. Puis comment elle s'est fait rejeter parce qu'elle a dit des vraies choses, tandis qu'un gars dit pire, puis il est considéré comme un dieu. Fait que, tu sais, je ne suis pas cette fille-là frustrée qui dit, nous, les filles, vous, les gars, là, je ne fais pas partie de ça. Par contre, j'ai une grande colère par rapport à la surdité que les gens font des femmes qui ont un appel à l'aide. Ça me fait vraiment chier. Ça me fait chier parce qu'on n'est pas écoutés. On n'est pas écoutés parce qu'on dit tout le temps les femmes et les hommes sont égales. On n'est pas égales. On est menstrués, on a des hormones, on est émotive, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Mais c'est drôle, Mariana, parce que ça touche à ce que tu disais tantôt. Comment on établit que le sport, et le tennis, meilleur exemple, qu'il est à égalité avec les bourses? Oui! C'est comme ça. C'est avec les bourses. C'est juste égalité avec les bourses. Fait qu'encore une fois, on monétise, le sport. Et voilà, je voulais pas te mettre hors de toi, là, mais c'est ça. Mais c'est vrai, mais c'est tellement ça. C'est exactement ça, je pense, qui me met hors de moi. Tandis qu'en humour, l'humour, comparativement au tennis, moi, je suis tout seul sur une scène, j'ai mon directeur de tournée, j'ai mon équipe qui s'occupe de la billetterie. C'est un travail d'équipe, mais je suis la seule à me défendre quand je suis sur scène. Ben, moi, vous le dire, je gagne par billet plus que les hommes en général en humour. Puis ça, pour moi, c'est une réussite. Ben, dans le sens où j'ai dans les billets les plus chers. Mes billets sont 50$. Puis c'est pas pour me vanter de l'argent. C'est que pendant longtemps, il y a eu une humoriste, puis ça a été Lise Dion. Puis là, il y en a de plus en plus des femmes qui arrivent puis qui disent « Moi, je vaux 45,99. Je vaux pas 20$. » Fait qu'il y a une trollée de gars que leurs billets sont moins chers parce qu'ils vendent moins. Pas parce que je suis meilleure, parce que je suis allée les chercher un à la fois, puis j'ai prouvé que l'humour n'est pas une affaire de sexe. C'est une affaire de talent, de travail. C'est la même chose qu'au tennis. Quand on me dit les matchs des filles, c'est plate, c'est pas que c'est plate. On peut pas jouer comme les gars. On n'a pas le même physique que les gars. On n'a pas... Puis ça me fait chier, ça. Puis il y avait quelqu'un qui avait raison, qui disait, tu sais, les filles de la NBA, là, pourquoi est-ce que les filles sont moins payées? C'est parce que les femmes ne sont pas intéressées à regarder les femmes. C'est un très bon point. Mais les victoires, l'équipe des victoires sont en train de prouver le contraire, là. Puis les roses vont nous amener le contraire. Il faut que les femmes, quand elles sont jeunes, les petites filles, il faut leur dire, c'est important le sport. Pas juste les gars. Moi, j'étais j'ai pas fait sport-études dans un sport, mais j'avais un sport-études échelé sur 5 ans qui était omnisport enrichissement, fait qu'on avait 1 heure de sport par jour, on faisait un sport par mois pendant 5 ans. Puis, il y avait des filles autant que des gars, puis j'ai trouvé ça écœurant. Puis, je pense que les filles, les jeunes filles, on doit leur dire, les filles, faites du sport, c'est fucking important. Parce qu'on dit toujours, les petits garçons ont besoin de bouger plus parce qu'ils sont pas concentrés. Non, les filles aussi ont besoin de bouger. Les filles on peut-tu arrêter de dire que les filles ne sont pas compétitives? Mais non, elles sont malades. Je suis la plus grande compétitive au monde. C'est ce que j'allais dire. Juste aujourd'hui, on a la preuve que le décalage psychologique, l'engagement
excessif fait partie du sport féminin, s'il vous plaît. Hein? Mais c'est vrai, tout part. Ça, je suis plus capable. Mais ça part, il ne faut pas blâmer les autres instituts dans la vie. Parce que eux, c'est le résultat de ce qui se passe en bas. Ben oui. Les instituts en haut sont partis de quelque part, non? Ils sont partis de la culture. Ben ouais. Si la base de ta maison est pourrite, le reste va pourrir. Fait que si dès l'école, on dit les filles sont meilleures en art puis en français puis les gars sont bons en maths puis au sport, ben c'est réglé, c'est rentré dans ta tête. Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord où est-ce que tout le monde faisait du sport. Les Arabes jouaient avec des ballons de soccer, puis les filles faisaient du cheerleading. Moi, Calixa-Lavallee était réputée pour être les meilleures équipes de cheerleading. Ça demande là, tellement de physique et de... Puis les gars qui étaient en fait, ils étaient ceux de base là, qui soulèvent les filles, ils traitaient de gays. Puis tu fais, c'est pas gay, ça demande tellement de force. Mais du quartier où est-ce que je viens, une fille qui joue au soccer, c'était cool. Pourquoi est-ce qu'on n'inculque pas ça dans les écoles dès qu'on est jeune? Le sport n'est pas pour un sexe en particulier. On a tous besoin d'un sport. C'est pas vrai que les filles n'ont pas besoin de bouger. Moi, l'endorphine de mon tennis fait que j'excelle en ce moment en humour. Puis je pense que tout vient de ton entraîneur d'éducation physique. Ça vient de l'obligation dans les écoles à faire là, on a 1 heure de sport par jour. Tu es obligatoirement obligé d'être bonne. Ça me fait chier qu'on pense que physique dans les écoles, Mariana. Hein? Comment? Il faudrait qu'il y en ait de l'éducation physique dans les écoles. Ça, il n'y en a presque plus. Là. Il y en a presque mais est-ce que vous comprenez que tout part de là, les filles? S'il n'y a pas d'éducation physique à l'école, puis on ne valorise pas, puis mettez les gars avec les filles dans les équipes, arrêtez de splitter les gars puis les filles, puis dire, là, ça va être les gars. Là, les gars, vous allez jouer ensemble, les filles, vous allez jouer ensemble. Ouais, ben, tu es en train de confirmer que les gars ne peuvent pas jouer avec les filles parce que les gars sont meilleurs que les filles. Non, non. Éduque ton garçon à jouer avec une fille, puis éduque ta fille à jouer avec un gars. La fille ne va pas se sentir inférieure, puis le gars va arrêter de se sentir supérieur. Mais tout ça part d'en bas. Si en bas, le travail n'est pas fait, en haut, ça va être de la merde. Fait que moi, je pense qu'on devrait commencer avec ça. Des sports mixtes. Arrêtons de diviser les sports quand on est jeune parce qu'on fait juste confirmer et renforcer dans la tête des gars que les filles sont moins bonnes. Faites donc, en fait, pratiquez donc et exercez donc les hommes, les jeunes garçons, excusez, à être plus patients envers des filles qui sont peut-être moins fortes physiquement, puis exerce les filles qui sont moins fortes à vouloir s'élever à la force des gars qui sont plus forts qu'elles. Puis c'est ça qui va faire la différence. Ouais, je t'écoute, là, j'ai tellement été... Marie-Ève, toi, les parents, là, tu as 2 filles. Les parents qui nous écoutent, là, pouvez-vous aussi, s'il vous plaît, arrêter de trouver le prétexte que c'est beaucoup plus important l'école que le sport et l'activité physique. Mais non, arrêtez. Alors, Marie-Ève, vas-y, parce que je sais que toi aussi, en tant que maman, l'importance de tes filles qui soient dans le sport est énorme aussi. Hein? Oui, c'est sûr. Écoute, mais moi, quand je t'entends parler, Mariana, ce que je me rends compte, c'est que j'ai été chanceuse parce que moi, j'ai tout le temps été entourée de gars. Tu sais, j'avais mon frère de 18 mois de plus que moi. J'ai fait tous mes sports avec des gars en général. J'étais arrivée au tennis. C'était tout le temps mélangé, les gars et les filles. Puis, Marie-Ève, j'étais la seule fille de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île à avoir le droit de jouer dans une équipe de gars à Calixa-Lavallee. Ah ouais? Mais moi, je voyais pas la différence. Moi, je ne pas ça. Mais non, on ne voit pas la différence. Mais c'est parce que tu l'as dans toi. C'est ça que je voulais faire, fait que je le faisais. Puis... Mais c'est que tu l'as dans toi. Tu as des frères? Oui, un frère. Mais c'est ça, tu as un frère. Moi, j'ai des frères seulement. Puis j'ai été élevée dans un milieu où est-ce qu'il y a des gars, puis le soccer, c'est un sport de gars. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est une fille, qui a été élevée par des parents qui... Puis le sport dans les quartiers défavorisés, là, c'est l'affaire qui sauve beaucoup les gens du décrochage. Ben oui. C'est vraiment ça, tu sais. Puis, oh mon Dieu, vous savez quoi? C'est Alex qui appelle. Je vais lui dire que je parle avec vous. Hey, Alex, je vais pas parler longtemps. Salut, Alex! Avec 2 femmes fantastiques. Salut, Alex! Marie-Ève et Séverine dans Bris d'égalité, le podcast. Ben là, il faut organiser un double. Il faut organiser un double. Ouais. Alex, tu viens quand tu veux, là. Je suis rendu avec un bon bac. Oh, podcast, oui. Ouais, et Alex, on est en train de parler. Alex, on est en train de parler du coup droit de Mariana. Oh, c'est qui est con. Excusez-moi. mais tu sais, puis je comprends tellement ce que tu as vécu, Marie. Tu sais, quand on est entouré de garçons autour de nous, on veut s'élever comme nos frères. On veut faire comme nos frères. Moi, ma mère, quand elle a immigré au Québec, on lui avait dit les jeunes au Québec font beaucoup de sport. Fait que ma mère a inscrit mon frère au hockey. Puis il est devenu goaler. Puis il haïssait ça.
Puis après ça, ben, il a été goaler au soccer. Puis ma mère, moi, m'a fait faire du plongeon, de la gymnastique. Tu sais, tu vois la différence tout de suite. Puis j'ai dit, je veux faire du soccer comme mon frère. Puis j'ai joué au soccer, puis j'ai toffé le soccer. Puis ma mère m'a toujours dit, t'as tellement aimé le sport. Ouais, mais des filles hyperactives, il y en a beaucoup, là. Moi, là, à l'école, j'étais super bonne parce que j'avais des bonnes nuits de repos, parce que j'avais l'endorphine de mon sport. Faut rentrer dans la culture québécoise que les filles ont besoin de sport. Et quand elles sont indisposées, elles doivent le communiquer et dire, moi, cette semaine, je suis menstruée, j'ai trop mal pour jouer. Ça, on doit le communiquer. Parce que si tu obliges une fille à jouer quand elle est menstruée, elle ne va plus avoir envie de jouer après. Oui, Ça, c'est-tu pour ça? Toi, tu dis que tu as arrêté le soccer quand tu avais comme 16 ans, là, mais c'est prouvé dans toutes les stats que beaucoup des jeunes filles arrêtent le sport à l'adolescence. Mais oui. Puis pourtant, c'est le moment le plus important où on se cherche. On a besoin des fois d'un autre cercle d'amis, un autre environnement qui est valorisant, où on se laisse aller. Il y a plein d'avantages. Puis je sais que toi, le soccer, ça a été comme super important quand tu étais jeune. Tu disais que c'était une de tes motivations, je pense, quand tu es arrivé au secondaire, de faire partie de l'équipe. Puis, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire de sport? Pourquoi t'as arrêté? Ben moi, je cherchais une famille. Moi, j'ai toujours voulu appartenir à une famille parce que ma mère monoparentale avait 4 jobs, fait que je me faisais garder par mon frère dès l'âge de 6 ans. Fait que moi, j'ai toujours voulu être entourée, j'ai toujours voulu avoir une famille, puis je ne l'avais pas, la famille. Je l'avais, la famille, mais je voulais être entourée de gens qui n'allaient pas m'abandonner, qui n'allaient pas partir travailler. Puis le soccer, pour moi, ça a été ma sororité. Puis c'était aussi... C'est drôle, mais la plupart de mes amis, les gars sur lesquels elles tripaient, moi, c'était des gars qui tripaient sur moi parce que j'étais bonne dans l'équipe. Fait que j'ai senti que j'avais une place dans des groupes qui étaient inaccessibles. Et la raison pourquoi j'ai arrêté à l'âge de 16 ans, c'est quand j'ai fait le camp pour l'équipe du Québec. Tu sais, tu prends... Moi, j'étais avec Montréal Concordia. J'ai adoré la compétition. Puis moi, je jouais libéraux. Fait que, tu sais, j'étais juste devant le goaler. Puis c'était moi qui faisais ouvrir. Puis c'est moi qui guidais l'équipe. Puis j'adorais ça. Puis j'ai été capitaine pendant longtemps parce que, tu sais, je suis là positive. Puis quand on a commencé à jouer dans l'équipe du Québec, puis que certaines filles étaient repêchées de Concordia pour aller à l'équipe du Québec, tranquillement, ça nous a désunis parce que tu passes ton temps à jouer avec les filles contre qui tu rivalises dans l'année. Fait que quand tu es là, puis tu joues à côté de Lac-Saint-Louis, puis de l'Assomption, puis de ci, puis de ça, c'est des filles avec qui tu te bats dans l'année. Là, tu es rendu que tu es partenaire avec elles, puis là, tu as les recruteurs. Ben, les filles deviennent super égoïstes, puis non, j'ai pas la passe que je veux, parce qu'elles sont comme, hey, moi, je veux le compter le but, puis tu m'as fait chier toute l'année, fait que tu vas voir. Puis moi, je n'étais pas aimée parce que j'étais très physique. Fait que les filles ne m'aimaient pas. Fait que quand je suis arrivée à l'équipe du Québec, les filles ne m'ont pas aimé. Puis je ne recevais jamais la balle. J'ai jamais pu trouver. Fait que j'ai été retranchée dans la dernière. Puis, on n'a pas la culture de... à l'époque, j'espère que ça a changé, il n'y avait pas la culture de « Hey, c'est pas parce que vous vous battez dans l'année que vous devez vous battre quand vous allez vous réunir. » Il n'y avait pas la culture de « Hey, c'est juste un sport, détestez-vous pas. » Personne ne se bat avec personne. Vous allez finir par toutes vous revoir, puis vous allez devoir unir vos forces pour faire l'équipe du Canada, les meilleurs du Québec, les meilleurs de ci, de ça, pour faire une équipe et aller battre les autres pays. Fait que depuis que tu es jeune, ce qui arrive, c'est que tu te mets en équipe avec des gens de ta région, tu joues contre d'autres régions, après ça, c'est ta province contre d'autres provinces, puis là, tu dois te former une équipe, mais tu as passé ta vie à détester les autres, puis là, tu dois les aimer, tu sais. On nous avait pas montré comment ça fonctionnait, ça. Fait qu'on arrivait, puis on était comme, ah, c'est la fille de Lac-Saint-Louis que je déteste, elle, là, celle qui compte les buts puis qui me fâche. T'arrives là, comment tu veux y prêter le ballon? Pourquoi tu voudrais jouer avec elle? Fait que je pense qu'il n'y a pas eu d'éducation de comment est-ce qu'on s'adapte aux différentes étapes et aux différentes équipes. Puis ça m'avait turné up. Puis j'ai fait, c'est rendu trop compétitif. Puis mon ex, à cette époque-là, qui s'appelle Christian Nunez, qui jouait, mon premier chum, qui jouait avec l'équipe canadienne, il allait faire des camps au Portugal, en Espagne. Il était payé pour jouer. Il y avait des bourses. Nous, on n'avait rien. 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 Puis ma mère, à un moment donné, elle m'a confrontée, puis elle m'a dit, je comprends ton amour du soccer, mais moi, je voulais aller en Argentine parce que mon rêve, c'était de faire partie d'un club en Argentine. Wow. Elle m'a dit, Mariana, tu ne peux pas être payée. À l'époque, on n'était pas payé. Fait que le sport, à un moment donné, moi, je suis très logique aussi. J'ai fait, ouais, j'aimerais gagner ma vie. Parce que c'est pas vrai que ma mère, elle a 4 jobs. Puis quand tu vois ta mère travailler comme une débenée pour être sûr que tout le monde est correct, tu te dis, ouais, je veux pas juste me terrer dans le sport.
Mais maintenant, aujourd'hui, sachant comment tout a évolué, j'aimerais revenir en arrière, avoir 14 ans puis dire let's go, mettez-moi dans un sport, je veux monter. Il n'y avait pas à l'époque, il y avait personne qui représentait Nike ou Adidas puis qu'il y avait une fille qui fait 1 million jamais de la vie. On était payé 20 000 peut-être en bourse pour aller dans une université où ça coûte 25. Il n'y avait pas ça. C'est nouveau. C'est encore nouveau des 15 dernières années que les femmes font de l'argent dans les sports. Oui, mais c'est un petit peu pour ça que je pense qu'on a un attachement au sport féminin, puis j'ai hâte qu'on dise à un moment donné au sport point, là, parce qu'on n'a pas le choix de le pousser que c'est le sport féminin, mais parce qu'on a un attachement émotif sur ce que l'équipe professionnelle elle représente. Oui. Que ce soit les Roses, la Victoire, la WNBA, on sait que là, quand tu es une petite fille comme toi, une Mariana peut-être aujourd'hui à 15 ans, 16 ans, au lieu de faire la réflexion, de dire, ouais, bon, là, OK, on a joué, le plaisir est là, c'est parfait, super, j'ai atteint mon. Non, parce que mon les filles, c'est pour le plaisir. Les filles, c'est juste le plaisir. Pas de compétition quand t'es une fille. Non, mais c'est ça, je te dis tantôt. On est juste des amis, puis après, on va se faire des tresses. Mais les gars, vous devez gagner. Exact. Non, là, ben oui. Exact. Ben oui. Tu sais, ton plaisir est fini, il faut que tu fasses quelque chose de sérieux. Et puis c'est vrai, moi, après les matchs de soccer là, à l'école, là, quand on faisait du futsal à l'école, là, moi, je jouais avec l'équipe de mon école, puis j'étais en tabarnak parce que j'arrivais avec la compétition du AAA, puis j'arrivais à l'école, puis les filles étaient comme « Ah, c'est le fun! » On finissait le match, on perdait 10-0, puis tout le monde se parlait content dans le vestiaire. Je suis comme « Mais vous devez être fâchés! » Mais on prend ça au sérieux. On dit que dans le vestiaire, des gars étaient fâchés. Puis c'est là où j'ai vu « Ah! » On nous a dit que c'est pour le fun. Et ça, voilà. Pour mettre dans la tête des gens et des jeunes filles, les filles, vous avez le droit d'être fâchées, d'être compétitives puis d'exiger la victoire. C'est ça un sport. Tellement. Puis d'arrêter de dire, oh mon Dieu, vous êtes trop émotive. On se peut plus. Un gars qui va se mettre le plus à la table. Ben ouais. Veux-tu qu'on fasse la des gars qui ont pété leur raquette versus des filles? Voyons. Les filles au tennis sont très compétitives. Oui. Et c'est pas un sport d'équipe. Puis je te garantis que ce que tu racontes, que chacun pour soi, puis on veut être sélectionné, tout ça. Mais Marie, c'est un plaisir de retrouver du monde qui sont comme nous autres aussi. Mais c'est ça, Marie. Moi, j'adorais ça. Pas me sentir spéciale parce que ou me traiter d'intense parce que je veux jamais perdre puis je veux tout le temps gagner. Mais ça aurait été ça mon rêve. J'ai regardé le film King Dave, là, la vie de Serena Williams. J'aurais adoré. Moi, je suis une fille de sport. Je veux performer, je veux prouver. Puis Fred, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, t'es sérieuse hein, quand tu joues. Je fais Fred, il m'a dit, tu sais, mettons juste un shuffleback. Il me dit, ça prend des mois à montrer ça à des jeunes. Toi, tu fais un shuffleback de même. J'ai dit, je suis tellement craquée. Je veux tellement. Puis il me dit, tabarouette, t'as envie. Je fais, t'as pas idée comment je veux m'améliorer. Ben, c'est mal perçu en humour, ça. Okay. Puis je m'en crisse. Puis c'est pour ça que je continue à fonctionner puis que ça va bien. C'est parce que ce désir de vouloir être bonne et de tout péter sur une scène, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à moi. Je veux pas être meilleure que les autres, je veux être la meilleure de ce que je peux donner. Puis au tennis, c'est le sport que j'aime le plus parce que c'est chacun pour soi, mais c'est un spectacle qu'on donne. Là. Si toutes les filles, on était excellentes, le spectacle serait excellent. Puis je me suis rendu compte d'envier les autres filles. Moi, ça a été quelque chose que longtemps j'ai porté. Okay. Ça m'a jamais aidé. Parce que j'avais peur que il y avait tellement pas de filles que quand il y en avait, j'avais peur qu'elles viennent prendre la place que j'ai donc bien travaillé pour l'avoir. Puis je me suis rendu compte, voir une fille exceller peut juste être bénéfique pour une autre fille parce qu'on vient de monter le niveau. Plus qu'ils sont bonnes, plus que tu peux monter le niveau, plus que ta visée. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas juste... Il n'y a pas juste une joueuse il y a 30 ans qui était vraiment bonne, puis Monica Seles. Non, là, on parle des nouvelles filles. Là. Pendant combien d'années on a vargé sur Serena parce qu'elle était émotive sur le court quand ça fait des années que McEnroe gueule et envoie chier tout le monde? Ben, elle a tenu le tête et elle a mis un nouveau standard. Si chaque femme peut assumer le fait de mettre un nouveau standard, ça va juste pousser les autres femmes à le dépasser, puis à le dépasser, puis à le dépasser. Puis c'est pour ça mon amour du tennis. C'est que tu n'as pas le choix de dépasser ton standard si tu veux gagner. Puis c'est pour ça que je pense que j'aurais été une bonne joueuse. Mais c'est ce que tu fais avec ta carrière aussi, hein? Oublie pas, t'es en train de monter le standard. Hein? Attention, attention. Et j'ai passé à côté de quelque chose, je te le dis, c'est mon plus grand regret. Dans ma vie, c'est mon plus grand regret. Mais je ne peux pas le changer parce que c'est une fatalité. Mais j'ai déjà demandé à Fred, il est-tu trop tard? Puis il m'a dit, pour vrai, Mariana, oui, t'as 34 ans. Oui, j'aime pas. Fait que là, écoute, Mariana,
je suis sûre que Marie-Ève est pareille que moi, là. J'ai même pas le goût d'arrêter cette conversation-là. Non, mais je parlerai de tennis avec vous toute la vie. Bon, voici ce que je te propose, OK? Bon, Vas-y. premièrement, parce que tu es quelqu'un qui lit beaucoup, c'est sûr que je vais te faire parvenir mes 2 livres, alors Je veux les lire là-dedans. Deuxièmement, Marie-Ève et moi, on se met sur le code Fred. Alors, on s'organise d'ici 1 mois de réévaluer ton statut stylistique, coup droit, revers, la Je veux totale. quelque chose en échange. Ah, Oh, ouais. attention. Je veux qu'on puisse filmer cet échange et d'avoir le sceau d'approbation de vous deux comme quoi je suis une bonne joueuse. Oh yes, OK. avec les temples. Là, Je veux une étape les aussi. Mariana fait pas juste parler, elle bouge les jambes puis elle joue bien. Vous pouvez Parfait. maintenant me considérer comme une des bonnes joueuses de tennis dans l'Union des artistes. Je veux Ça, le c'est sceau. garanti. Hey, Puis, est-ce que attends. ça a lieu encore, le tournoi cet été, pour les Non, célébrités? Non, mais c'est plate Non. le tournoi des célébrités, puis ça, il faut qu'on Ouais. en parle. Puis ça, vous devez C'est ce que engager j'allais Alexandre dire. Barrette pour ça. Parce que le tournoi des célébrités, c'est toujours plus on va faire des échanges puis divertir le monde. Il faut mettre ça plus sérieux. C'est pas parce qu'on est des célébrités qu'on le prend pas au sérieux. Fait que ça doit arrêter d'être vu comme un petit divertissement d'après-midi en 2 games de première ronde où le monde s'en crisse. Mettez-nous un vrai challenge. Puis là, on va vous faire une vraie. Oui, on va organiser ça, un tournoi de célébrités. On en connaît tellement, là. Écoute, Chuck de Simple Plan. On va se l'organiser. Oui, on va se l'organiser. Ça, tu vois, regarde encore, là. Marie-Ève, as-tu pris ça en note, là? On organise. Et voici ce qu'on va faire aussi, Mariana. Simple ou double? Non, simple. Je suis pas bonne en double parce que je suis pas encore bonne au filet, puis j'ai pas la patience de la communication. Je suis bonne seule à date. C'est ce que j'allais dire. Okay. Si on veut avoir du monde, Marie-Ève, je pense que... Mais oui. Moi, vous avez aussi une autre invitation. Marie-Ève et moi, on fait à tous les débuts de Grand Chelem, on fait un petit 30 minutes pour parler du tableau puis nos prédictions. On va t'inviter pour celui de Roland-Garros. Marie-Ève, qu'est-ce que c'est ton préf? Bonne idée. Excellent. Oui, c'est ton préf en plus. Écoute, alors là, à la Coupe Rogers cet été, on se promet un drink pendant une des rondes, les 3, pour aller voir le match ensemble. Okay. Ben, écoute, si on peut, elle fait ça sur place. Elle a fait ça sur place à la télé. Moi, d'habitude, je suis en studio à TVA, mais écoute, on s'organise en début de semaine un drink. Alors là, attache ta tuque, là. On va évaluer ton niveau sur le tennis avec Stamp ou pas. Aucune pression, Freddie Myers, tu nous écoutes. Ensuite, on t'invite à faire tes prédictions et à parler tennis only pour Roland Garros, ton tournoi favori. Gars et filles, pas juste filles. Ben non, les deux, c'est sûr. C'est bon. Alors, c'est bon. Faut que tu parles des deux. Absolument très important. Ensuite, Marie-Ève et moi, on se met sur un tournoi de célébrités. Tu vas recevoir les livres sous peu que tu vas devoir me donner ton feedback. J'ai bien hâte de voir ça. Puis, tournoi de célébrités, j'aimerais beaucoup qu'il soit arbitré par Fred Niemeyer pour qu'il puisse comprendre que c'est pas parce qu'on fait pas le circuit qu'on n'a pas le cœur au ventre. OK. Parfait. Notez. Hey, les filles, c'est malade! Mon année est faite! Je vais tellement aller travailler, là, vous n'avez pas idée. Puis je ne sais pas servir encore, mais Fred m'a dit que j'avais un bon feeling. Je vais aller juste servir sur le mur à côté de chez nous. Je vais aller servir. Il y a ça aussi. Si on fait notre match dans 1 mois, on joue dessus, balle en dessous. S'il vous plaît, pas de service. Je vous en supplie. Pas de problème, pas de problème. Écoute, on va s'ajuster. Mais par contre, je veux rajouter quelque chose. Tu es quelqu'un qui est axé sur la performance. Si tu me dis que Fred, il voit du potentiel, qu'il y a du potentiel, je ne vois pas pourquoi dans 1 mois, tu ne seras pas capable de servir. Moi, je dis ça de même. Tu sais quoi? J'ai rien à dire là-dessus. Je vais devoir m'y mettre. Je vais pas faire au service, mais je vais devoir le faire. T'as fucking raison. Moi, je pense que pourquoi se mettre des limites quand il n'y en a pas? Alors, si j'étais toi... utiliser les bons mots pour me fâcher. Et voilà. Moi, j'irai au bout de tout ça, mais on s'ajustera sur place, Mariana. On va s'ajuster. Hey, on va le faire pour le fun, puis moi, je veux qu'on le filme parce que je veux prouver à tout le monde que c'est pas parce que vous êtes retraité que vous n'êtes pas des machines de guerre. Moi aussi, je suis retraitée, là. Oui, vous êtes retraité. Mais oui, je le sais. Hey, on est retraité à l'âge de 22 ans dans le sport, là. Fait que... Ah non, mais je suis vraiment excitée, les filles. Puis je reviens quand vous parler de ce que vous voulez. Hey, c'est super, quel bonheur. Merci, c'était le fun de te parler.
J'ai adoré. Hey, puis juste avant de partir, je veux juste vous montrer qui trône ma cuisine. Oh! Diego Maradona. Ah ben, écoute, Ouais. et Moi, quand je voilà, vous dis que j'en aime un, je les aime pour de vrai. c'est pour Je la vois vie. ça. C'est pour la vie. Fait que merci les filles, je vous embrasse, puis hey, lâchez pas. On va finir par l'atteindre notre objectif. Yes, merci cool. Mariana, quel bonheur. Merci, Bye à les filles, bientôt. je vous Là. embrasse. Bye. Séverine, t'es là. Marie-Ève, je Que tu pensais vas te pas qu'on remettre allait de toutes avoir, tes émotions. je pensais pas qu'on allait avoir un to-do list. Oui, là, je t'ai déjà pas mal occupée cette année, là, mais c'est correct. Ben, c'est ça. Je peux pas faire autrement là, de trouver de la place pour qu'on réalise ça. Là. Écoute, moi, je prenne mon téléphone, Freddy Meyer, il va falloir qu'on le contacte. Mais honnêtement, on a touché à tout. Quel passionné. Oui, j'ai adoré, franchement. Là, comme tu dis, on aurait pu y parler pendant des heures encore. Puis, elle rejoint vraiment notre monde de tennis de pas tout ou rien, là, mais quand on est dedans, on est dedans. Puis, ça se voit dans ses spectacles, dans sa personne, la manière dont elle est embarquée dans le tennis aussi dernièrement. C'est vraiment le fun. Oui, mais c'est ça que j'ai aimé. J'ai aimé que, écoute, c'est une joueuse, c'est une analyste. Elle a des joueurs qu'elle aime. Elle a un système qu'elle changerait. Je pense que la WTA devrait la contacter. Elle a des idées de changer aussi des règlements. Mais non, écoute, quelle conversation. C'est vraiment le fun à l'entendre. Puis, ben, écoutez, on n'a pas fini de la voir. Il semblerait que dans un mois, une vidéo va commencer à apparaître sur qu'est-ce qui se passe sur le terrain avec Mariana Mazza. Alors, quelle belle rencontre. Marie-Ève, on s'en va maintenant sur Bet365, sur notre analyse pour aujourd'hui. Tu le dis souvent, on a besoin d'avoir un très bon retour de service. C'est important de contrer le serveur. Mais ce qu'on dit aussi souvent, c'est « mais ça prend un service ». Et tout le monde fait comme, ben oui, le premier service et tout ça. Puis on a décidé aujourd'hui de juste vous dire un peu ce qui se passe au niveau du tennis. Au service, on est pas mal, même pas en mi-année. Puis regarde ça, Marie-Ève. Towson, elle a en ce moment, attends que je regarde ça, 138 as depuis le début de l'année. Rybakina, 104. Et Noskova, troisième, avec 96 as depuis le début de l'année. Est-ce que tu penses que le service est important? Écoute, tout d'abord, je veux dire que ce n'est jamais ordinaire avec Bet365 et merci là, pour les stats, Sèvres. Oui, parce que je voulais parler du service. Le jeu, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, le service devient de plus en plus puissant, le tennis de plus en plus physique, on joue de plus en plus sur surface dure, même à l'intérieur, pas mal. Donc, d'aller chercher des as. Là, on voit les as, mais les pourcentages de points gagnés aussi sur la première balle sont très importants. Et la deuxième balle, on le voit chez les hommes, on ne peut plus seulement se contenter d'avoir un service kické, brossé, qui reste dans le terrain, qui est correct. Non, il faut que ça soit une deuxième balle qui est agressive, qui te permet aussi de commencer le point à l'attaque. Ça, c'est un gros changement. Encore plus chez les femmes aussi, où la deuxième balle, c'est énormément amélioré. Même s'il y en a qui avaient plus de difficultés au départ en haut de l'épaule, ce n'est plus le cas maintenant dans le top 10, dans le top 20. Tout le monde sert bien. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est un coup, comme Mariana vient de nous le dire, c'est un coup qu'on n'entraîne pas beaucoup au final, hein, parce que c'est le fun, les échanges, quand on va jouer au tennis 1 heure, mais le service, ça fait partie du jeu. Il faut le travailler. On commence les points une fois sur deux avec le service. Donc, c'est un coup qui est plus qu'important au tennis, bien évidemment, puis de plus en plus. Oui, tu as raison. Puis, tu vois, ça ne fait pas exception au niveau de l'ATP, qui, eux, ils vont vraiment par le pourcentage de services par match. Puis, on a les 3 premiers, Perricard, Hurkacz et Mensik. Perricard qui a en moyenne 19,3, presque 20 as par match. C'est quand même beaucoup. Puis, celui qui en a le plus, c'est Mensik à 163 par match. Ça rejoint ce que tu dis, Marie-Ève. Tellement d'importance sur ces points gratuits et tellement d'importance sur le pourcentage de parties gagnées au service à cause de ça. Donc, oui, puis on le voit encore plus au tennis féminin.
Tu veux partir à l'attaque, c'est ça l'objectif. C'est pas juste une mise en jeu, tu vas te faire attaquer. Il faut que tu puisses être capable de prendre le contrôle tout de suite avec ton service. Oui, alors, très important, on va continuer de regarder ces stats et voir l'impact que ça a sur les résultats cette année. Écoute, Maria, ça met fin à notre émission. Ben oui, c'est tout pour cette émission. Séverine, ça a été vraiment, vraiment super cool. C'est le fun. On a tellement de sujets à pouvoir parler. Puis c'est ça, on sait, le tennis, c'est un monde qui est un peu plus petit. C'est pas tout le monde nécessairement qui suit le tennis autant que certains autres sports. Mais ceux qui aiment le tennis, ben, je pense que Mariana représente bien la passion de l'amateur de tennis ou de celui qui joue au tennis. Oui, tu as tout à fait raison. Puis écoutez, on a bien hâte de vous lire. On vous le dit tout le temps. Écrivez-nous, posez-nous les questions que vous voulez par rapport au sport, au tennis, à ce qui s'en vient, les tournois. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Marie-Ève, toujours un bonheur de te parler. On se revoit prochainement. Hein? On va faire du tennis ensemble encore une fois très bientôt. Et pour les gens, ben, suivez-nous, écrivez-nous, puis on a bien hâte de vous lire. Merci, puis à bientôt. Le podcast Bris d'égalité vous a été présenté par Scotia Gestion de patrimoine.